Donc, il est 20h30. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chers consoeurs, chers confrères, les kinésithérapeutes, les médecins, les chirurgiens, les enseignants en sport, les professionnels, tous les professionnels de santé en fait qui nous suivent. Peut-être quelques patients, mais je ne crois pas. On est ravis d'être là avec vous ce soir. Donc, c'est la première masterclass Epolotop ce soir. Vous savez bien, l'Epolotop, ça a été à la base une volonté de Geoffroy Nourissa et de moi-même de proposer des conférences pour diffuser le plus largement les connaissances, notamment d'abord à Paris, puis ensuite un peu partout en France, d'organiser des conférences à Strasbourg, à Bordeaux, à Lyon, de rencontrer des équipes sur place. Et puis avec, hélas, le Covid, on n'a plus pu organiser ces conférences-là. La dernière avait eu lieu à Strasbourg en décembre 2019, donc ça fait déjà un an maintenant. Mais les nouveaux outils de communication nous permettent quand même de nous réunir. Et vous avez vu depuis plusieurs mois des webinars, des masterclass, des conférences en ligne qui se sont organisées. Et c'est très bien, c'est très important. Malgré l'adversité virale, on continue à nous réunir virtuellement, mais au moins à diffuser les connaissances, à moins à essayer de promouvoir les données fondées et de se retrouver comme ça indirectement. Et j'espère que cette masterclass va vous plaire. Elle a pour thème les tendinopathies. Donc vraiment, c'est le thème de la soirée. On a organisé les topos avec Geoffroy pour répondre aux questions qui étaient déjà arrivées avant le début. C'était le principe. En fait, on voulait créer des topos en fonction de vos demandes. C'était ça le principe. Il y aura bien évidemment des questions et on va les regarder au fur et à mesure pour essayer en tous les cas d'y répondre. On répondra aussi à la fin de la masterclass aux questions qui resteront en suspens. Donc, les tendinopathies, je vais commencer par un topo sur la coiffe, sa biomécanique. Et puis ensuite, Geoffroy Nourissa va parler des douleurs, de la douleur, pourquoi il y a de la douleur autour de la coiffe, est-ce que les douleurs viennent des tendons, de la bursite, toutes ces choses-là, les mécanismes douloureux, les mécanismes de lésions après des tendons. Puis ensuite, je vous parlerai de l'examen clinique face à des patients qui présentent des tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Et puis Geoffroy Nourissa vous terminera un topo sur vraiment intéressant pour les médecins en première intention et pour les kinésithérapeutes autour de l'imagerie. Et puis on vous annoncera la date de la prochaine masterclass qui traitera cette fois-ci du traitement des tendinopathies. On va le faire en plusieurs sessions parce que sinon ça fait trop long pour vous et puis vous n'allez pas passer votre soirée avec nous. Vous avez d'autres choses plus intéressantes à faire. Donc on parlera des traitements des tendinopathies non rompues et puis ensuite on fera une troisième masterclass sur les traitements des tendinopathies rompues, c'est-à-dire les ruptures de coiffe. En fait, je préfère appeler ça des ruptures de coiffe, les différents traitements en rééducation, en chirurgie, en médecine, etc. On va essayer au fur et à mesure de ces masterclass d'avoir des invités, comme on le faisait en conférence, des invités qui sont experts dans un domaine, en chirurgie, en médecine, en kinésithérapie. Et j'espère que cette nouvelle formule, en attendant de pouvoir nous réunir physiquement, vous conviendra. Et on mettra bien évidemment toujours ces vidéos-là en accès libre pour tous ceux qui n'auront pas eu l'occasion de participer en live. Geoffroy, je te laisse dire un mot avant qu'on commence. Bien, bonsoir à tous. Oui, Frédéric, en effet, on va essayer de faire un travail le plus complet possible pour continuer à faire nos cycles de formation et de la collaboration qu'on peut avoir tous ensemble, médecins, kinés et chirurgiens. En effet, Epolotop sur Facebook, en tout cas, normalement est en contact essentiellement avec des professionnels de santé. Il n'y a pas d'accès spécifique pour les patients. C'est juste une plateforme d'échange pour former, recevoir vos questions, y répondre et essayer au maximum de comprendre et d'optimiser la prise en charge des patients. Donc oui, on a fait 3 sessions uniquement sur les tendinopathies. C'est vraiment le sujet de ce soir, à part ce rappel anatomique qui fait un petit peu généraliste. Et puis on abordera d'autres sujets comme l'instabilité et les différents topos. Moi, je suis très content parce que quand on a commencé il y a plusieurs années les polotopes, on avait essentiellement des kinés et petit à petit, on a de plus en plus de médecins, de chirurgiens qui se rejoignent. Et l'idée, bien sûr, c'est d'échanger au maximum. On va essayer, en effet, la prochaine fois, d'inviter un médecin qui va parler avec nous du traitement médical. Et puis, pour la troisième session, on parlera de chirurgie et de rééducation après la coiffe. On a déjà envisagé tout à l'heure avec Frédéric d'inviter quelqu'un qui est à l'opposé de ce qu'on pense, histoire d'avoir une discussion assez houleuse, mais constructrice sur qu'est-ce qu'il faut faire après la rééducation, enfin la chirurgie de la coiffe de rotateur lorsqu'il faut l'opérer.
Donc, je pense qu'il est 35 et on va essayer de commencer tout de suite. Donc, on va commencer par Frédéric qui va nous parler en effet de l'anatomie et de la biomécanique de la coiffe des rotateurs. Frédéric, et je tiens à ce que tout le monde soit d'accord avec moi, tu as maximum 10 minutes et au bout de 10 minutes, on coupe le réseau parce que sinon, ça va durer des heures rien que ton premier topo. Alors, on t'écoute. D'accord. 10 minutes espagnole ou française? Commence, s'il te plaît. D'accord. En tous les cas, je tiens aussi à saluer aussi tous les consoeurs, confrères médecins qui ne sont pas en France. Il y a des collègues du Maghreb, des collègues du Canada, de Suisse, de Belgique qui nous suivent là. On est déjà à plus de 2000 connexions, 2000 participants. Donc, on est parti. Je vais vous parler de la coiffe, des rotateurs d'anatomie et de biomécanique. Je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas rébarbatif parce que la biomécanique, ça ne peut vraiment pas donner envie. Et pourtant, c'est quand même la base de notre fonctionnement, de notre thérapie et de nos traitements. Alors, quand elle devient totalement incompréhensible, totalement floue, ça a tendance à nous écarter de cette science, alors qu'en réalité, elle devrait avoir des applications directes et cliniques. Alors, la Juste coiffe des avant que tu rotateurs. commences, Frédéric, je préviens tout le monde parce que moi, je regarde en même temps Facebook que là, on a donc 10 minutes sur ce sujet-là. Vous envoyez vos questions, moi, je les note et je les pose à Frédéric juste après son topo. Voilà, je ne suis pas tombé. Je prends juste ici, hop, mon chargeur pour pas que ça coupe en plein milieu. Ce serait dommage. Voilà, donc anatomie et biomécanique. Alors, comme vous le savez, déjà quelques rappels simples. La coiffe des rotateurs, c'est 4 muscles. J'ai l'habitude de dire que la coiffe, ce sont des muscles avant de dire des tendons, hein, parce qu'on parle trop souvent des tendons. Donc, 4 muscles devant le subscapulaire, derrière l'infraépineux et le et le petit rond, et puis au-dessus, le supraépineux. Donc, ces 4 muscles se terminent par des tendons, bien évidemment, au niveau de la coiffe, et forment donc cet ensemble dont on va parler ce soir. Quelques notions en termes d'action. Le subscapulaire, c'est un muscle qui est rotateur interne de la gléno-humérale et qui est également adducteur. L'infraépineux et le petit rond sont des muscles qui sont rotateurs externes. Et puis le supraépineux, c'est un muscle qui n'est pas le starter de l'abduction, comme on l'a dit pendant de longues années. On disait que c'était lui qui démarrait l'abduction. En fait, il n'est pas seul à la démarrer, peut-être même ce n'est pas lui qui la commence. Et en revanche, il participe bien évidemment grandement à cette abduction et il participe également aux rotations de la gléno-humérale en fonction des positions du bras. Vous allez voir cela, ça va être lié en fait à sa structure anatomique. Vous voyez ici, en fait, c'est un tendon qui est bipartite. Il y a une partie antérieure, une partie postérieure. La partie antérieure, elle est beaucoup plus fibreuse, beaucoup plus dure. La partie postérieure est plus large du côté de l'infraépineux et va participer avec l'infraépineux à la rotation externe. Voilà une belle vue du dessus. Vous voyez ici la tête humérale, l'acromion ici, et puis vous voyez ces deux structures tendineuses qui sont complètement entremêlées entre le supraépineux et l'infraépineux. Vous voyez à quel point les fibres sont entremêlées, et ça va avoir une importance notamment sur le topo de l'examen clinique, parce que différencier l'action d'un tendon par rapport à l'autre, ça va être quand même assez difficile vu la façon dont les fibres tendineuses se croisent à cette jonction-là. Regardez parallèlement et à l'opposé à quel point le long biceps est totalement individualisé ici. C'est pour ça qu'on n'a pas tendance à l'inclure dans la coiffe des rotateurs, même si fonctionnellement il travaille avec la coiffe. On dit qu'il y a 4 muscles et il y a le tendon du long biceps à côté. Alors, quelles sont les particularités des tendons de la coiffe des rotateurs? Parce qu'il y a des particularités au niveau de ces tendons-là et au niveau de cette structure musculaire. Je vous ai mis ici, en fait, un petit slogan en anglais. J'aime pas trop ça, mais c'est vrai qu'en anglais, les choses sont parfois plus faciles à dire. On dit souvent « one tendon, one function » au niveau du corps, quand il s'agit des tendons de la main, des jambes, des cuisses, etc. Eh bien, au niveau de la coiffe, je pense qu'on pourra dire « all tendon, one function ». C'est-à-dire que les tendons ont certes chacun une action, mais ils vont avoir une action commune qui va être celle d'écraser la tête humérale sur la glène, de coapter la tête humérale sur la glène. Donc, on a vraiment une action commune en plus des actions individuelles. Et ça, c'est quand même une des particularités de cet ensemble. Alors là, vous voyez, je vous ai mis un petit extrait d'un match de foot avec Beckham. Vous voyez Beckham ici qui est en train de taper dans son ballon et qui se met à sautiller. Apparemment, il s'est fait mal. Il s'est fait mal à la cheville. Alors, on a l'habitude de voir les footballeurs qui font toujours semblant de se faire mal. Hein, ils font du cinéma. Mais là, je crois qu'il s'est vraiment fait mal. Et quand vous regardez l'action, en fait, derrière, là, regardez son pied, il part en hyperflexion. Et en fait, il vient de se rompre son tendon
d'Achille. Et vous voyez à quel point, là, quand il s'est rompu son tendon d'Achille, eh bien, il ne peut plus poser le pied au sol, il ne peut plus se propulser avec sa jambe gauche, hop, il ne peut plus partir en avant. C'est une rupture du tendon d'Achille. D'autres ruptures de tendons existent au niveau du corps. Il y a par exemple la rupture du fléchisseur du doigt, le mallet finger qui est connu, notamment dans les sports, le baseball, c'est souvent décrit, où c'est un tendon qui peut être parfois rompu avec un coup de canif, un coup de couteau. Et là, vous avez en fait des tendons qui, lorsqu'ils sont rompus, doivent être réparés, sinon on ne récupère pas la fonction. Si vous ne réparez pas, si le tendon ne cicatrise pas au niveau de l'extenseur, au niveau, pardon, l'extenseur, je ne sais pas si j'ai dit le fléchisseur, au niveau de l'extenseur du doigt, au niveau du tendon d'Achille, eh bien on ne pourra pas retrouver la fonction. Soit vous aurez une reconstruction qui se fera chirurgicalement, ou alors orthopédiquement, mais il faut que ça cicatrise. Et c'est là, en fait, la différence avec les tendons de la coiffe, c'est qu'au niveau du corps, si la majorité des ruptures de tendons est traumatique, hein, c'est la plupart du temps traumatique, moyen fessier, tendon d'Achille, fléchisseur des doigts, extenseur des doigts, eh bien, au niveau de la coiffe, la majorité des ruptures, elle va être dégénérative et parfois même, elle sera physiologique, ce qui n'existe pas ailleurs dans le corps. Alors, parfois, la rupture au niveau de la coiffe, elle est plutôt dégénérative et elle va intéresser la coiffe supérieure, c'est-à-dire ici, vous voyez la rupture du supraépineux et la rupture de l'infraépineux, du tendon de l'infraépineux derrière. Donc, ces ruptures qui vont être supéro-postérieures vont être plutôt des ruptures qui vont être dégénératives, qui vont s'installer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'âge qui passe. Vous voyez ici de quelle façon les ruptures vont s'étendre par une vue du dessus. Là, vous voyez la rupture qui commence ici, proche de son insertion au niveau du tubercule majeur, au niveau du trochiter. Et puis tout doucement, en fait, la rupture va s'étendre. Elle va s'étendre vers le médial, mais elle va s'étendre aussi vers le postérieur et devenir un peu plus grande ici au niveau de l'infraépineux. C'est pour ça que vous voyez souvent dans les comptes rendus d'imagerie ou opératoire, rupture du supraépineux étendue à la partie antérieure de l'infraépineux ou étendue à l'infraépineux parce que ça commence ces ruptures par le supraépineux. Et puis parfois, la rupture, elle est plutôt traumatique et là, elle concerne, par exemple, le subscapulaire. Alors, il y a des ruptures traumatiques du supraépineux aussi, mais lorsqu'il s'agit d'une rupture du subscapulaire, c'est plutôt des ruptures traumatiques de tendons. Donc, vous voyez que sur cette structure-là qui est uniforme, qui est un bloc tendineux, vous avez des tendons qui vont plutôt se rompre d'une façon dégénérative ou d'une façon traumatique. Autre particularité au niveau de la coiffe, regardez ici cette schématisation de la tête humérale et du tendon du supraépineux. Vous avez une marque noire ici qui est plus ou moins foncée suivant les positions de la tête humérale. Et en fait, cette marque noire, cette empreinte, c'est l'empreinte du stress mécanique sur le tendon. Et le tendon du supraépineux, c'est le seul tendon du corps qui est dans une situation de stress mécanique maximal. Vous voyez, c'est en position de repos qu'il est en stress mécanique maximal, et ce, dans une position effectivement de repos. Et donc, c'est vraiment un tendon qui, en permanence, est en stress mécanique. Ce qui peut peut-être expliquer qu'il se rompt, mais ce qui peut peut-être expliquer aussi qu'il soit particulièrement costaud. D'accord ? Vous voyez ici, si en permanence, on a au niveau de l'articulation une tension comme celle-là, un stress comme celle-là, comme celui-là, eh bien, inévitablement, le tendon va s'adapter au niveau du corps. Ça peut peut-être également expliquer que certains chirurgiens proposent, après des chirurgies du supraépineux, un coussin d'abduction et que les patients, lorsqu'ils ont les bras le long du corps, lorsqu'ils dorment, eh bien, se sentent pas très bien lorsqu'ils ont des douleurs sous-acromiales et qu'ils préfèrent, par exemple, avoir le bras légèrement en abduction sur un coussin. Peut-être est-ce parce que dans cette position-là, il y a moins de stress mécanique sur ce tendon du supraépineux que lorsqu'on est le bras le long du corps. Alors, je vous ai mis une petite image ici c'est pas un confrère, hein, on en voit souvent des comme ça sur les réseaux sociaux. Il a la particularité, ce monsieur, d'avoir à la fois des bretelles et une ceinture, c'est-à-dire un double renfort. Il a vraiment peur de perdre son froc. Pourquoi je vous montre cette image? C'est qu'au niveau de la coiffe des rotateurs, vous avez des tendons qui vont être dans la continuité des fibres musculaires ici et qui vont s'insérer comme n'importe quel tendon. Et parallèlement à cela, vous avez un arc fibreux qui a été décrit par Burkhardt et qui est perpendiculaire à ces fibres-là. Et en fait, cet arc fibreux-là va constituer un renfort de ces structures tendineuses et va permettre, en fait, lorsque la rupture est proche du trochiter, lorsqu'il y a une petite rupture ici, c'est probablement grâce à la présence de cet arc-là que l'on va pouvoir avoir quand même une transmission des forces de la contraction musculaire et générer du mouvement. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que lorsque ces ruptures dépassent cet arc fibreux, elles sont moins bien tolérées et du coup, il faut
parfois davantage les opérer. Donc, vous avez quand même une structure qui est particulière avec des fibres qui vont s'accrocher et perpendiculairement à elles, un arc fibreux, un arc qui constitue un renfort. Autre particularité, vous avez dans la coiffe cette zone qui est l'intervalle des rotateurs, qu'on pourrait considérer comme une zone de faiblesse, effectivement, puisque c'est la seule zone qui n'est pas continue, mais c'est également peut-être une zone de renfort, car c'est dans cette zone-là que vont se croiser également beaucoup de ligaments au niveau de l'épaule, probablement pour lutter contre ce risque de luxation de la tête humérale. Il y a eu une fabrication, il y a eu un renfort de la capsule, parce que les ligaments sont des renforts capsulaires, dans cette zone qui était à la base une zone de faiblesse pour la rendre un petit peu plus robuste. Quel est le rôle de la coiffe des rotateurs? Bien, le rôle essentiel, c'est le rôle de compression de la tête humérale sur la glène, mais également un rôle de contrôle des translations de la tête humérale. Donc, on a vraiment un rôle qui vise à faire une contention active de la tête humérale sur la glène. Ce rôle de contrôle des translations, il est essentiellement vers le haut, probablement pour lutter contre les forces ascensionnelles du deltoïde, même s'il y a une controverse avec les travaux de Gagé qui considèrent que c'est plutôt le deltoïde a des forces compressives vers le bas. Mais globalement, on a plutôt tendance à dire qu'il y a un contrôle des translations supérieures grâce à la coiffe des rotateurs. Les translations ont lieu également vers l'avant et vers l'arrière, et la coiffe va lutter contre ces translations-là. Et là, vous avez une étude électromyographique qui est intéressante, qui vise à savoir quelles vont être les contractions musculaires lorsque l'on réalise une flexion et une extension de bras. Et à la grande stupéfaction des cliniciens-chercheurs qui ont fait cette étude, ils se sont rendus compte qu'en fait, lorsqu'on réalise une flexion, eh bien, c'est plutôt la coiffe supéro-postérieure qui allait se contracter. Et lorsqu'on réalise une extension de bras, eh bien, ça allait être la coiffe plutôt antérieure qui allait se contracter. Comme si, en fait, quand on amenait le bras en arrière, il fallait contrôler cette antériorisation de la tête humérale grâce à un contrôle musculaire du subscapulaire, pendant que les autres muscles se contractent également, et vice-versa. Donc, en fait, on se rend compte que, quel que soit le mouvement de bras, il va y avoir une co-contraction de l'ensemble des muscles de la coiffe des rotateurs avec des intensités plus ou moins importantes. Dans tous les mouvements, peut-être pas. Il y a des exceptions. Par exemple, lorsqu'on réalise un abaissement contre résistance, ici vous voyez le sujet réalise un abaissement contre résistance, eh bien, c'est le calme plat au niveau du supraépineux. Alors, on pourrait comprendre en se disant, effectivement, les abaisseurs sont les antagonistes du supraépineux qui est plutôt abducteur. Oui, mais vous voyez que parfois, dans un mouvement de rotation externe, on va avoir une contraction d'un rotateur interne. Et vous voyez que sur ce mouvement d'abaissement forcé, le supraépineux ne se contracte pas, l'infraépineux et le subscapulaire très peu, comparativement aux muscles abaisseurs qui, eux, vont véritablement se contracter très fort. Alors, si j'ai encore 2 minutes, Geoffroy. Vas-y, vas-y. Oui, alors ça aussi, il faut bien comprendre que la coiffe des rotateurs travaille en coordination avec les muscles axioscapulaires, hein, donc on ne peut pas dissocier ces muscles-là. Les muscles dont on parle très rarement, j'ai fait un post récemment en disant qu'il y a quand même 17 muscles autour de la scapula dont on ne parle pas beaucoup et qui vont nécessairement travailler avec la coiffe des rotateurs. Et puis, la coiffe a également un rôle proprioceptif parce que vous savez que dans les positions extrêmes, les ligaments vont se mettre en tension avec la capsule pour tenir la tête humérale. Mais dans les positions de repos et avant les positions extrêmes, eh bien, ces ligaments-là et ces capsules-là ne tiennent pas la tête humérale. Et c'est probablement la coiffe, par l'intermédiaire de mécanorécepteurs et de boucles rapides, des boucles au niveau de la corne postérieure de la moelle, qui va réaliser un rôle de prétension et de cotention de la capsule et des ligaments lors des mouvements actifs. Alors, juste un petit exemple de l'activité de la coiffe lors d'un geste très particulier qui est celui du lancer. 2 positions. La position extrême en rotation externe, juste pour vous illustrer ce qu'on vient de dire. En rotation externe maximale, vous avez l'infraépineux, le teres minor, bien évidemment, qui se contracte, mais le supraépineux qui se contracte très fortement. On a dit qu'il avait un rôle de rotateur externe aussi dans une position d'abduction. Et vous voyez que le subscapulaire et le biceps se contractent également. Tout cela pour véritablement comprimer la tête humérale sur la glène. C'est vraiment un rôle de co-contraction pour lutter contre cette poussée antérieure de la tête humérale lors d'un mouvement avec énormément de rapidité vers l'arrière. Phase opposée, lors de la phase du lancer, qu'est-ce qu'on retrouve? Les gros muscles rotateurs médiaux qui vont se contracter, le grand dorsal, le grand pectoral, etc. Le subscapulaire aussi au niveau de la gléno-humérale. Mais dans le même temps,
on va avoir tous les muscles postérieurs qui vont énormément se contracter, de la gléno-humérale, l'infraépineux, le teres minor, qui vont essayer de contrôler de façon excentrique ce mouvement de lancer qui est extrêmement rapide et extrêmement violent pour l'épaule. Donc, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que la coiffe, c'est une structure à plusieurs muscles et plusieurs tendons, mais ces muscles et ces tendons fonctionnent le plus souvent comme une entité unique. C'est une structure qui fonctionne avec les autres grands muscles de l'épaule. C'est une structure dont le rôle principal, alors on peut l'appeler différemment, le contrôle actif, le centrage actif, la coaptation, la stabilisation de la tête humérale. Je pense que voilà, vous avez compris, le rôle essentiel, c'est celui-là. Elle est composée, la coiffe, de tendons qui peuvent se rompre de façon physiologique. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est plutôt de considérer qu'il va falloir rééduquer une coiffe dans son ensemble, plutôt comme une entité, plutôt que de façon séparée. On va voir ça tout à l'heure lors de l'examen clinique. Je vous remercie. Merci Frédéric pour ce tableau qui est très clair et qui nous donne une vision en effet globale de la coiffe de rotateur, ce qui est un petit peu différent de ce qu'on voit notamment quand on a une approche très anatomique des choses. Donc j'ai noté quelques questions. La première chose, c'est, alors même si tu l'as très brièvement abordé, puisqu'on parle de biomécanique, pour toi, quel est le rôle biomécanique du biceps, la longue portion du biceps dans l'articulation? Moi, j'aimerais bien que tu y répondes toi en tant que chirurgien, parce que c'est quand même les chirurgiens qui ont tendance à le couper. Donc, j'imagine que s'ils le coupent, c'est qu'ils considèrent qu'il ne sert à rien. Alors, vas-y, dis-nous. Moi, j'ai remarqué que vous n'avez pas tendance à faire des ténotomies chez des jeunes de 30 ans qui ont des bonnes tendinites du long biceps, qui en souffrent beaucoup, beaucoup. Ils ne vont pas faire des ténotomies, alors que plus tard, à 50 ans, 60 ans, on a tendance à faire une ténotomie. Alors, dis-nous, Geoffroy. Il y a certaines études qui pensent que la longue portion du biceps a un rôle qui prévient la migration supérieure de la tête, donc qui participe, on va dire, à la stabilisation antéro-supérieure, même si la longue portion du biceps quand même reste assez mobile dans sa gouttière, puisque lorsqu'elle va coulisser dans la gouttière, elle va pouvoir bouger. Il y a probablement aussi un rôle à travers l'interaction entre la longue portion du biceps et la gouttière, peut-être proprioceptif, c'est-à-dire qu'en fonction de la tension qu'il va y avoir sur le biceps ou qu'il va y avoir dans la gouttière, eh bien, on va avoir probablement un moyen de savoir où se situe l'épaule. En termes de, je dirais, encore une fois, de butoir, de rotateur interne, rotateur externe, c'est sûr qu'il n'a, à mon avis, aucun rôle. Il a un rôle essentiellement de capteur sensitif, il a un rôle d'information et surtout, il a un rôle de tenir le biceps et la longue portion du biceps. Et si on ne fait pas de ténotomie chez les jeunes, c'est parce qu'en fait, la ténotomie du biceps qui a été prônée pendant des années a des effets secondaires et on sait maintenant qu'une ténotomie avant 50 ans, dans 20% des cas, ça donne des crampes qui sont extrêmement difficiles à gérer. Et donc, s'il y a eu toute une vague de ténotomie pour tout patient qui avait mal à l'épaule, on revient un petit peu là-dessus parce que les complications de la ténotomie ne sont pas au niveau de l'épaule, c'est sûr, hein, elles sont au niveau du bras et on a des problèmes après à ce niveau-là. Ok, tu nous en parleras davantage lors des traitements. Donc, le long biceps, plutôt un rôle proprioceptif. Peut-être un rôle quand même, il a véritablement vu qu'il crochette la tête humérale, si on décompose ses forces, il a quand même une tendance à centrer la tête humérale et à éviter qu'elle se projette un peu vers l'avant. Et je crois que s'il se contracte aussi fort lors du geste de l'armée, c'est que probablement il participe quand même au maintien de la tête humérale. C'est ça, c'est probablement, il participe à la stabilité antéro-supérieure, Oui. mais est-ce qu'il participe en tant que contraction efficace ou alors quand on tire dessus en faisant ce mouvement, ben, la coiffe est plus efficace? Ça, c'est impossible à mettre en évidence. Ok. On va partager ton écran maintenant, Ok, Geoffroy. ouais. Alors, on va parler des tendinopathies. Ouais. Donc, on a décidé avec Frédéric de centrer aujourd'hui sur la coiffe, exactement, c'est pas celui-là, c'est le suivant, sur la tendinopathie de l'épaule, d'accord? Et donc, je vais vous parler en fait de la physiopathologie de ces tendinopathies. Il y a eu pas mal de questions sur est-ce qu'on peut prévenir les ruptures, pourquoi est-ce qu'on a des ruptures qui apparaissent, est-ce que c'est simplement lié au vieillissement? Et il y a eu aussi des questions sur différents aspects, des facteurs favorisants. On a posé des questions sur le tabac et on va aborder tout ça. Donc, l'idée de ce topo, c'est vraiment de se concentrer sur la tendinopathie de l'épaule et ses douleurs. Alors, quand on a un patient qui a des douleurs de l'épaule, elles peuvent venir de différents endroits, et Frédéric nous en parlera un petit peu plus avec l'examen clinique. Ça peut venir, bien sûr, de la nuque. Les patients peuvent avoir des douleurs au niveau scapulaire ou même au niveau de l'épaule. Et puis, souvent, en fait, les trois sont intriqués, et il faut faire la part des choses pour savoir exactement d'où ça vient.
Ici, vous avez un jeune homme qui a une paralysie du nerf thoracique long et on voit un décollement de l'omoplate. C'est une origine neurologique. Ça, c'est une douleur de l'épaule qui ne vient pas des tendons. On a aussi des problèmes rachidiens, on peut avoir des problèmes musculaires qui ne viennent pas de la coiffe de rotateur et qui avoir entraîné des douleurs. Donc, il faut bien faire la part des choses et c'est la pertinence de l'examen clinique qui va nous aider à trouver exactement d'où vient le problème. Là, je vous ai montré l'exemple d'un patient de 55 ans qui vient voir en consultation. Vous voyez, il ne peut pas lever le bras. Il a une épaule qui est quasiment, on appelle ça pseudo-paralytique. Il a besoin de s'aider avec l'autre bras pour bouger. Et donc, quand on le voit comme ça, on se dit, ah bah ça, c'est sûr, lui, il a une rupture de coiffe. Et quand on fait son IRM, pourtant, on voit qu'il a un tendon qui est parfaitement continu. C'est un patient en fait, qui a une douleur au niveau de son tendon qui l'empêche de bouger, mais il a un tendon qui est continu, absolument, sans rupture à l'intérieur. Ici, c'est un monsieur de 44 ans qui est un ancien monsieur Europe de musculation et qui a une mobilité au niveau de l'épaule qui est strictement normale. Et quand vous regardez son arthroscanner qu'on avait fait en consultation, vous voyez qu'il a une rupture étendue de la coiffe de rotateur. Non seulement il a une belle mobilité, mais lorsqu'il sollicite sa coiffe, probablement parce qu'elle est bien équilibrée, eh bien, il a une fonction qui est très forte. Par contre, si on sollicite uniquement la force du supraépineux, eh bien, ce jeune interne pas très musclé arrive sans problème à forcer sur son épaule. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut bien garder un grand principe, c'est qu'une rupture de la coiffe des rotateurs, dans l'immense majorité des cas, ne fait pas mal. Donc, lorsque vous avez une épaule qui est douloureuse, eh bien, il ne faut pas forcément penser à la rupture de la coiffe, même si c'est le diagnostic qui est le plus fréquent, qui est le plus mis en avant, parce que c'est un diagnostic qui est chirurgical, et donc on en parle beaucoup. Mais dans l'immense majorité des cas, il y a plein d'autres origines, soit en dehors de l'épaule, soit en dehors du tendon de l'épaule, qui sont responsables de ces douleurs. Alors, la coiffe ne fait pas mal lorsqu'elle est rompue. C'est l'exemple de tous nos patients de plus de 70 ans qui se promènent dans la rue. Il y a à peu près un tiers des gens de 70 ans qui ont une rupture de la coiffe et qui ne viennent pas nous voir. À l'opposé, lorsque la tendinopathie apparaît, lorsque la rupture de coiffe s'étend, notamment peut-être après un traumatisme, eh bien, on peut avoir des douleurs qui apparaissent. Si jamais elle est mal tolérée, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on est trop longtemps au repos et qu'on se remet à solliciter son épaule, ou si on fait un effort trop important sur une coiffe fragile, on a des douleurs qui peuvent apparaître. Et de la même manière, lorsqu'il y a une rupture traumatique, ça fait mal au moment de la déchirure. Et ça, c'est des travaux qui ont plus de 10 ans qui montrent qu'à certains moments, la maladie du tendon peut être douloureuse. Mais lorsque le tendon est rompu, c'est souvent trop tard et il n'y a plus de douleur. Alors, je crois qu'il faut revenir aux basiques, et vous savez que j'aime bien ça, et c'est pour ça qu'on aime bien avec Frédéric, c'est que chaque fois qu'on peut, on revient sur les connaissances de base. Le tendon, il est fait de deux parties. Il y a la partie qui est en bas sur ce dessin, qui est la zone de fixation du tendon sur l'os, qui est totalement différent du tendon lui-même. Et il y a différentes structures à aborder. Au niveau du tendon lui-même, donc la partie supérieure, qui, pour une coiffe de rotateur, va être entre le muscle du supraépineux et la zone d'insertion du tendon du supraépineux sur les tubérosités, eh bien, on a un tendon qui est très, très mal vascularisé. C'est-à-dire qu'il y a très peu de cellules, c'est essentiellement du collagène, le même que celui de la peau, c'est un collagène tout bête, qui s'aligne et qui fait un tendon. Cette faible vascularisation va expliquer pourquoi il a du mal à cicatriser. Et il y a des tendons comme ça qui ne cicatrisent pas, alors que d'autres vont cicatriser. De même pour la zone d'insertion, c'est une zone qui est faite d'un fibrocartilage. Le fibrocartilage, c'est très riche, il ressemble un petit peu à du cartilage, c'est fait avec des chondrocytes, et ça, c'est des cellules pareilles, qui ont du mal à produire un tissu nouveau en cas de déchirure. Et c'est pour ça que la déchirure du tendon, que ce soit au niveau de la substance étendue ou au niveau de sa zone d'insertion, ne va pas cicatriser. À part chez des patients très jeunes, une coiffe qui est déchirée, qui est abîmée, va rester abîmée. On s'y fait, on ne s'y fait pas, ça dépend si on arrive à compenser avec le reste, mais en tout cas, il n'y a pas de potentiel naturel d'un tendon lorsqu'il est abîmé, lorsqu'il y a une tendinopathie ou lorsqu'il y a une lésion, à se réparer tout seul. Et ça explique pourquoi on a besoin d'une prise en charge médicale. Ce tendon, il faut bien le voir comme une structure dynamique, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous allez rééduquer vos patients et que vous allez leur demander de bouger leur épaule, eh bien, comme tout élément de l'organisme, il y a du plus et du moins. Lorsqu'on sollicite le tendon, il va produire une matrice, c'est-à-dire qu'il va produire du tendon fibreux, mais en même temps, il va dégrader du tendon. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe, dans l'immense majorité des cas, si on va trop loin et qu'on force trop sous le tendon, on a une rupture. Et lorsqu'on me posait la question tout à l'heure sur l'origine des ruptures, eh bien probablement, si on a un déséquilibre, c'est le cas de nos travailleurs de force, qui sollicitent tellement leur tendon que les capacités naturelles de réparation et de production sont inférieures à celles de la destruction, et ce tendon va se détruire, ce qui va expliquer pourquoi, lorsqu'on sollicite trop, avec des microtraumatismes répétés, on risque d'avoir une lésion au niveau de l'épaule. Et peut-être que le vieillissement naturel, c'est une sollicitation trop importante, en tout cas en partie du tendon, ce qui explique l'origine des tendinopathies. On parle globalement de stress
Le stress existe pour tous les organes, mais pour le tendon, c'est extrêmement important. Il y a différents types de stress, et le stress qu'on imagine le mieux, bien sûr, c'est le stress mécanique. Ça, c'est la vie d'un tendon lorsqu'on tire dessus dans une machine biomécanique. Lorsqu'il est au tout départ, eh bien, qu'il est détendu, il n'a pas de propriété mécanique, et petit à petit, il va se tendre, et lorsqu'on va tirer trop fort dessus, eh bien, il va se rompre. Et nous, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est cette partie-là. C'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tire, on tire, on tire, et qu'au bout d'un moment, on arrive jusqu'au seuil de la douleur. Eh bien, il y a des dessins très anciens, et ça, vous allez pouvoir les récupérer sur notre site, hein, dans la présentation en relive de ce topo, qui ont été faits par Leadbetter, qui est un spécialiste, un médecin spécialiste des problèmes tendineux, qui explique globalement comment ça se passe. Vous avez en haut eh bien, soit un macrotrauma, c'est soit un sport trop important, soit c'est un vrai traumatisme, soit vous avez le cycle de la vie, et ce qu'on appelle l'overuse, donc la surutilisation ou l'adaptation inadaptée du tendon, qui va aboutir à un stress mécanique. Ce stress mécanique, il va modifier la structure du tendon, comme on l'a vu un petit peu, le tendon, c'est une structure qui vit, et le stress mécanique va aboutir à des détériorations au niveau du tendon qui vont aboutir, comme tout dans l'organisme, à des problèmes vasculaires. Le sang ne va plus arriver. Et tout à l'heure, on posait la question du tabac. Le sang n'arrive pas bien. Si vous fumez, vous avez donc des artères qui sont plus petites. Le tendon est très peu vascularisé. Et donc, vous allez avoir un phénomène de vascularisation dans lequel il y a des cellules qui réparent, qui va mal se faire. Et vous allez chroniciser les choses. Lorsqu'on arrive à ce phénomène vasculaire, eh bien, on a une inflammation locale. Cette inflammation, c'est une étape avant la déchirure. Et c'est souvent même avant les symptômes. Elle peut persister, c'est pourquoi on va donner des anti-inflammatoires, mais c'est un phénomène de stress inflammatoire, c'est-à-dire que l'inflammation produit plein de produits qui vont être toxiques pour le tissu tendineux. Et après, il va se passer deux choses. Soit on va aller sur la gauche, et là, il faut bien le dire, c'est le rôle des rééducateurs, c'est le rôle du repos, c'est adapter le mouvement au stress qui était trop important, et les symptômes vont disparaître, et on va pouvoir avoir, jusqu'à un certain état d'avancée de lésion, une disparition des symptômes, voire une disparition et une régénération du tissu. Mais lorsqu'on va continuer à stresser ou qu'il va y avoir une prise en charge inadaptée, on risque d'avoir encore une fois un stress mécanique avec tout le stress oxydatif et inflammatoire qui est autour, qui va aboutir à une lésion plus importante du tendon. Tout ça, ça aboutit à la production de plein de produits. On adore cette diapo, on la connaît bien sûr par cœur avec Frédéric, mais vous voyez qu'il y a au milieu des cytokines, et ça vous rappelle des choses. Les anticytokiniques, ce sont des médicaments anti-inflammatoires. À gauche, ce sont des enzymes qui vont détruire. À droite, ce sont des enzymes qui peuvent produire ou détruire. Et tout cet équilibre va être géré à la fois par le stress mécanique, donc le mouvement, et par, bien sûr, le stress oxydatif, par le stress qui peut être induit aussi par les toxines qu'on va mettre en place. Et quand on parle des origines des tendinopathies, vous voyez à droite, j'ai parlé des facteurs intrinsèques, micro et macro-traumatiques, c'est vraiment une partie. Il y a des facteurs anatomiques, on en parlera. Actuellement, on parle beaucoup du CSA, donc la forme de l'acromion qui serait un élément favorisant la rupture. Mais il y a aussi d'autres éléments sur des coiffes et des populations qui sont plus touchées par les lésions de la coiffe que d'autres. Il y a le tabac, je vous ai expliqué pourquoi, et les quinolones aussi qui peuvent abîmer. Il y a eu pendant un moment les statines qui ont été éliminées maintenant. Et puis il y a les facteurs intrinsèques. Comme je vous dis, il y a des populations qui sont plus touchées par la rupture de coiffe, il y a des populations qui n'en font jamais. Il y a d'autres éléments, notamment systémiques. Le diabète va favoriser par les problèmes ischémiques, mais l'obésité, on sait que par la libération dans le corps de certains produits, l'obésité produit une inflammation chronique et chez les obèses, il y a plus d'arthrose et plus de lésions tendineuses. Ce n'est pas simplement lié au poids, c'est aussi par des phénomènes inflammatoires qui se passent dans le corps. Et puis l'âge, bien sûr, est un facteur intrinsèque qui aboutit à une usure progressive de l'épaule. Pour s'orienter un petit peu, il faut avoir une vision simpliste des choses, qui est toujours utile. Et bien sûr, la médecine est toujours un peu plus compliquée. Mais pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on sait qu'on a affaire à une douleur tendineuse, eh bien, il faut voir des choses simplistes. À gauche, vous avez les origines mécaniques des douleurs. Quand vous tirez sur le tendon, que vous le sollicitez, ça fait mal. Le labrum et le cartilage font mal. À l'opposé, la capsule est plutôt une douleur inflammatoire la nuit. La bourse est inflammatoire et les névralgies, c'est plutôt inflammatoire. Donc, si on a une tendinopathie, on aura, surtout si jamais il y a des lésions à l'intérieur, on aura plutôt tendance à avoir une lésion avec des douleurs mécaniques lorsqu'on va se servir de l'épaule, avec des douleurs le jour, déclenchées par le mouvement, alors que les douleurs inflammatoires seront plutôt nocturnes. Et le traitement sera donc plus mécanique avec une rééducation, alors que le traitement des douleurs inflammatoires sera plus, bien sûr, par des anti-inflammatoires, c'est-à-dire une médication ou une infiltration de l'épaule. Grosso modo, il faut retenir que dans les tendinopathies, l'immense majorité des tendinopathies de vos patients, quand à l'IRM il écrit tendinopathie, elles sont physiologiques. C'est-à-dire qu'après 40 ans, si votre IRM ne montre pas une arthrose acromioclaviculaire et une tendinopathie de l'épaule, c'est que votre patient n'a pas 40 ans ou qu'il a vécu dans une bulle. C'est normal d'avoir une modification histologique de votre tendon après 40 ans. Et cette tendinopathie est physiologique. Regardez les IRM, tous vos patients ont une bursite et une tendinopathie à un certain âge.
Lorsqu'elle est rompue de manière partielle, et ça, je réponds à une question qui nous a été posée, qu'est-ce que c'est qu'une rupture partielle, transfixiante, etc. La rupture partielle, c'est une déchirure qui n'est bien sûr pas totale. Elle peut être liée à un frottement à la face profonde de la coiffe par la glaine, c'est le conflit postéro-supérieur, peut-être par l'acromion, encore tout ça c'est encore bien discuté, ou peut-être plus par le ligament acromio-coracoïdien, et ça c'est un phénomène de cisaillement peut-être. En tout cas, c'est des lésions partielles, on verra exactement ce que c'est après. Lorsque l'on a une tendinopathie avec une rupture transfixiante, c'est que le tendon est coupé en deux et il n'y a plus rien entre les deux. Et puis il y a la grande famille des tendinopathies calcifiantes qui sont les plus brillantes et qui se traduisent par des douleurs importantes de l'épaule. Globalement, voilà, une tendinopathie non rompue physiologique, c'est ça. C'est l'image d'une épaule qui fait mal à 55 ans, avec des images, des petites géodes, un épanchement, etc. Mais ça, c'est physiologique. Et par exemple, pour nous, chirurgiens, il n'y a aucune indication chirurgicale sur ces tendinopathies physiologiques. Lorsqu'on a une rupture partielle, vous voyez, c'est un petit peu différent. C'est les dessins qu'on voit, bien sûr, aux travaux de Gilles Walsh. On peut avoir des tendinopathies avec des délaminations, des tendinopathies superficielles. On imagine, mais ce n'est pas sûr que ça frotte au-dessus. Et puis des lésions en bas qui sont les tendinopathies de la face profonde, qui sont fréquentes chez les sportifs de haut niveau. Si vous prenez un volleyeur de 44 ans ou de 45 ans, eh bien, vous avez toujours une lésion de la face profonde comme ça, qui peut être liée soit à un conflit postéro-supérieur, soit simplement à une adaptation de l'épaule. À force de faire des mouvements extrêmes que nous a montré Frédéric, cette coiffe va s'adapter et on a des petites lésions qui sont partielles. Lorsque la rupture est totale, le tendon est totalement déchiré, et là, c'est la grande famille des ruptures de la coiffe des rotateurs. Il y a la tendinopathie calcifiante, on verra tout à l'heure exactement comment est-ce qu'on peut les différencier. C'est un facteur, il y a un terrain génétique, il y a certaines populations qui sont plus touchées, c'est plutôt la femme autour de 50 ans, et c'est souvent cette douleur extrêmement violente de l'épaule. Moi, j'ai l'habitude de dire c'est une capsulite qui bouge, c'est-à-dire que les patients ne dorment pas, ils ont une douleur monstrueuse, le bras est paralysé pendant 2-3 jours, ils ont une épaule qui est souple, mais extrêmement douloureuse, ils vont aux urgences, c'est la crise calcique, et on verra exactement comment ça se traite, mais ça, c'est la semaine prochaine. Alors, d'où vient la douleur? Eh bien, ce tendon qui se modifie, je respire, hein, ce tendon qui se modifie, eh bien, il va pouvoir libérer des produits toxiques dans l'espace sous-acromial, et c'est la bursite. Et des études faites notamment par les équipes polonaises ont prélevé cette bursite et ont montré que dedans, on avait des agents irritatifs. L'épanchement, c'est pareil. Lorsque vous avez l'organisme qui souffre, dans une arthrose ou même dans une tendinopathie, il a une tendance à faire un épanchement de synovie. Ça se voit bien dans le genou, dans l'épaule, c'est plus difficile. On a des IRM avec des gros épanchements. Et ça fait mal parce que l'épaule est sous pression. Le conflit sous-acromial, on y croit de moins en moins. Et puis cette tendinopathie peut faire mal simplement parce que sollicite un organe qui est un petit peu fragile. Alors, est-ce qu'il faut infiltrer ou pas ces tendinopathies? Je pense que ça a un rôle important, notamment de diagnostic, lorsqu'on a un doute. Si on ne sait pas si la douleur vient vraiment de l'épaule, une infiltration sous-acromiale ne va pas guérir la tendinopathie, mais traiter les symptômes et nous aider à confirmer l'origine tendineuse des douleurs. Ça peut aider à accélérer la guérison. Les gens qui ont des tendinopathies non rompues de 50 ans, qui viennent vous voir en consultation de médecin, de chirurgien ou de kiné, et que vous prenez en charge, ça fait 3 mois qu'ils sont en kiné, ça progresse l'excellent. Une infiltration va casser le cercle vicieux et la douleur chronique qui s'est mis en place et va aider à guérir plus vite. Elle va aider la rééducation, un peu comme si elle fluidifiait cette rééducation. Et ça, bien sûr, ça se fait uniquement dans les atteintes articulaires. Alors, concernant ces tendinopathies, il faut garder à l'esprit que, bien sûr, et Frédéric va nous en parler tout de suite, c'est l'examen clinique qui va orienter le diagnostic de tendinopathie. Mais il faut garder à l'esprit quand même que dans l'immense majorité des cas, les lésions de la coiffe de rotateur ne font pas mal. Donc, ce n'est pas parce que votre patient a mal qu'il faut dire que vous avez un problème de coiffe. Il y a 1000 autres raisons d'avoir mal qu'une raison de la coiffe. Et dans l'immense majorité des cas, on arrive avec une bonne kiné et un traitement médical à faire disparaître les douleurs des tendinopathies, ce qui veut dire que ce n'est pas ça qui faisait mal, mais peut-être plus un déséquilibre ou un épanchement. C'est généralement la mauvaise utilisation. Frédéric nous expliquait que toute cette coiffe, elle fonctionne en une seule unité. Et on comprend bien que si jamais il y a une lésion dans le parfait rouage, eh bien, on a un déséquilibre musculaire qui peut expliquer les douleurs. La première cause pour moi de douleur de l'épaule, ce n'est pas la tendinopathie, c'est la raideur. Donc, chaque fois que vous allez avoir un patient qui va être un peu raide, inutile, et on en reparlera plus tard, d'aller dans les examens complets, etc. D'abord, on laisse cette raideur et après, on voit s'il a une tendinopathie. Il faut bien garder à l'esprit que, surtout dans l'épaule, il y a très peu de corrélation entre l'anatomie et le déficit que présente le patient. Ok, super. Merci beaucoup, Geoffroy, pour ce super topo. Je suis en train juste de noter pour ne pas oublier les questions qui sont revenues le plus souvent. Alors, tu vas avoir 1 minute pour chaque question, hein, parce que sinon, Par question ou pour tout répondre? non, par question.
On y va. Temporaire. Et puis là, il y en a une dernière. Ah oui, et risque coiffe. Voilà. Alors, première question. Pourquoi y a-t-il une cicatrisation des autres tendons et qu'il n'y en a pas dans la coiffe des rotateurs? C'est faux. Un ligament au croisé antérieur ne cicatrise pas. On opère tous les croisés antérieurs. Oui, mais c'est des ligaments. Le tendon d'Achille, par exemple, tu mets ton pied en équin, il y a des traitements orthopédiques d'une rupture d'un tendon qui est 4 fois plus gros qu'un tendon de coiffe. Alors qu'un tendon de coiffe, si tu as une rupture du supraépineux, tu as beau mettre le bras en abduction comme ça pendant 3 semaines, est-ce que ça va cicatriser ou pas? Alors, je pense que personne n'a fait ça. D'accord. On sait que les immobilisations prolongées dans d'autres pathologies de l'épaule n'aboutissent pas à une cicatrisation. Je pense qu'en effet, le fait qu'on utilise beaucoup et qu'en fait, on a une sollicitation très complexe aboutit au fait qu'on n'ait pas de cicatrisation. Chez les sportifs de très haut niveau, et c'est des travaux qui avaient été faits par la Fédération française de tennis, sur des lésions de la coiffe chez des patients très jeunes, 20 ans, 21 ans, on peut avoir des cicatrisations. C'est un petit peu comme les ménisques qui cicatrisent jusqu'à un certain âge. C'est-à-dire que chez les patients très jeunes, on a une cicatrisation, mais dans la mesure où la rupture tendineuse est souvent apparue sur une tendinopathie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de lésion de la coiffe si on n'a pas un tendon qui est un peu fragilisé, ça ne peut pas cicatriser. Si on prend la lésion de la coiffe du rotateur du sujet jeune, c'est majoritairement des lésions traumatiques avec des arrachements. La distance est telle que ça ne peut pas cicatriser. Sur une petite lésion minime, est-ce qu'il peut y avoir des cicatrisations? Il y a des cicatrisations des tendinopathies. On a des gens qui ont des images très blanches, comme on verra en imagerie, et qui disparaissent au bout d'un an et demi. Donc ça, c'est possible. Mais à partir du moment où c'est ouvert, les capacités de cicatrisation ne sont pas suffisantes pour pouvoir réparer. Ok, donc tendinopathie chez le jeune, éventuellement microtraumatique, ça peut cicatriser. Tendinopathie, rupture de coiffe chez le jeune ou chez le moins jeune, ça ne peut pas cicatriser. Pourquoi est-ce que tu as parlé d'inflammation toxique alors qu'il semblerait que ce soit un phénomène qui soit physiologique et qui participe à la cicatrisation dans le tendon? En fait, il y a eu beaucoup La de travaux cicatrisation, d'une la physiothérapeute cicatrisation, j'ai lu sur le tendon, et notamment le tendon du membre inférieur. On a quand même pas mal de données autour du tendon aujourd'hui, mais beaucoup sur le tendon du membre inférieur. Il y a beaucoup des confrères et des consoeurs qui transposent ça au niveau de la coiffe. C'est vrai qu'il y a un phénomène qui est inflammatoire au niveau du tendon. Est-ce qu'il est véritablement toxique? Est-ce qu'on doit l'inhiber par des anti-inflammatoires ou laisser le tendon aussi comment dire, bénéficier de ce dont tu as parlé, des substances dont tu as parlé qui sont des cytokines et qui vont participer à sa cicatrisation? Alors, je pense que la réponse, elle est pareille, il faut retourner vers la physiologie. Il n'y a pas de cicatrisation sans inflammation. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie les phénomènes de cicatrisation de la peau, du tendon ou de tous les organes, la première étape de la cicatrisation dans la première semaine, c'est l'afflux de cellules. Vous rappelez beaucoup ce qu'on appelle les macrophages, d'accord, qui sont des cellules inflammatoires et qui vont libérer des produits qui sont tous pro-inflammatoires. C'est-à-dire pourquoi est-ce que les gens ont mal après une opération? Pourquoi est-ce que lorsque vous coupez la peau, vous mettez un strip et c'est 2-3 jours après que vous avez mal? C'est parce que les phénomènes inflammatoires, qui sont des phénomènes de réparation, sont utiles et indispensables sur les mêmes cellules. Donc il n'y a pas de cicatrisation sans inflammation. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas donner d'anti-inflammatoire? Alors ça, c'est très simple. J'avais été sollicité, et je mettrai peut-être le topo sur notre site web, hein, pour faire une conférence d'enseignement à la SFA il y a 2 ans sur les anti-inflammatoires et leur effet toxique. Les études chez l'animal montrent que si on met des doses monstrueuses d'anti-inflammatoires sur un tendon, il ne cicatrise pas. Mais lorsqu'on reste dans le domaine du physiologique, la prise d'anti-inflammatoires chez l'homme ou chez l'animal est de manière raisonnable, c'est-à-dire qu'une semaine d'anti-inflammatoire après une lésion tendineuse n'a aucun effet délétère sur la cicatrisation du tendon. D'accord. Merci Sûr que, pour cette précision qui est très utile. mais je t'en prie, c'est normal. Et quand tu parles d'anti-inflammatoire, tu parles d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Est-ce que tu mets là-dedans également la cortisone? Alors, la cortisone, je crois qu'il faut être très clair parce que pour des raisons que je comprends tout à fait, ou c'est peut-être très lié aux grandes villes, hein, euh, il arrive au moins, et je pense que toi, ça t'arrive aussi une fois par mois, de voir un patient qui s'est cassé la figure le lundi, qui a eu une IRM avec un épanchement et qui a infiltré le vendredi. Les anti-inflammatoires, les corticoïdes, doivent être utilisés dans les lésions chroniques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une vraie arme thérapeutique. Et infiltrer un patient dans son épaule parce qu'il a mal au bout de 15 jours, ça me semble totalement inadapté parce que en fait, c'est des phénomènes naturels. Il faut que les gens
même si ça fait un petit peu pompeux et ancien de dire ça. Il faut que les gens comprennent que ça met du temps de cicatriser et de réparer. Et si on a mal pendant 3 ou 4 jours après une lésion, ou même pendant 3 semaines, c'est normal. Et une tendinopathie de l'épaule, ou microtraumatique, nos patients qui ont qui ont coupé la haie pendant le mois d'août, qu'ils aient mal aux épaules en septembre-octobre, c'est normal. Et il y en a quand même les 2 tiers qui n'auront plus mal en novembre. Et je pense que ce n'est pas indispensable de les infiltrer parce qu'au bout de 6 semaines, ils ont mal. Donc, il y a une vraie place pour les anti-inflammatoires, pour les infiltrations. Les critères exacts seront probablement définis la prochaine session par notre médecin du sport qui viendra nous parler de ça. Mais les anti-inflammatoires dans les inflammations chroniques, c'est différent. L'inflammation chronique qui est responsable de douleur, avec la douleur d'épaule qui dure 6 mois et un épanchement chronique, là, il y a une vraie place pour les corticoïdes. En aigu, je ne pense pas. Ok. Une dernière question, Geoffroy, mais 30 secondes, hein. L'infiltration, est-ce que c'est dangereux pour la coiffe? C'est-à-dire que on propose des infiltrations. Est-ce qu'on peut les proposer aussi au niveau de la coiffe? Est-ce que l'effet il est temporaire et est-ce qu'il y a un risque justement pour la coiffe? Alors, je pense que c'est sûr, ça dépend de la pathologie qu'on est en train de faire. On va prendre les tendinopathies globales de l'épaule. Il n'y a aucun danger à faire une infiltration et à les répéter. Il faut qu'elle soit bien faite, sous échographie, au bon endroit. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'épanchement, pas de bursite, il n'y a pas de raison de faire une infiltration. Par contre, ce qui est important, c'est que si jamais on a un patient qui a des douleurs chroniques, il faut cibler et infiltrer. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'effet secondaire et on peut multiplier les infiltrations. Ok, Geoffroy. Bon, ben ça, c'est cool. Tu as bien répondu donc, aux questions qui avaient été posées. Je passe tout de suite sur le topo de l'examen clinique. Non, ça, c'est l'anatomie et la biomécanique. Je suis désolé. Une question pendant ce temps. Y a-t-il une relation entre la déficience en vitamine D et les lésions du supraépineux? Certainement. C'est-à-dire que nous, pas dans nos pays, mais beaucoup plus dans certains pays, ou notamment aux États-Unis, où on a des énormes carences en vitamine D, eh bien, lorsqu'on répare la coiffe des rotateurs, on a eu beaucoup d'échecs et ils ont eu beaucoup d'échecs par une carence en vitamine D, non pas à cause du problème tendineux, mais bien sûr osseux. Et on a eu beaucoup d'échecs de réparation en Amérique aux États-Unis par carence en vitamine D et ils ont tendance maintenant à systématiquement faire des dosages de ces vitamines D. Et moi, je le fais chez des patients un peu particuliers qui sont à risque pour éviter d'avoir un échec de réparation. Ok, super, c'est intéressant. Ça, je pense qu'on en parlera aussi dans les traitements et de dire pourquoi il y a des échecs de suture de coiffe. La notion d'os est quand même primordiale. Alors, j'aborde maintenant le topo sur l'examen clinique des tendinopathies. J'essaye de vous faire quelque chose qui ne va pas vous donner des recettes, mais juste des points essentiels, des points de repère pour essayer de vous retrouver dans cet examen clinique. On parle bien d'examen clinique des tendinopathies. Alors, mince, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Attendez. Bon, on va faire comme ça. C'est bon. Alors, quand on fait notre examen clinique, de quoi est-ce que l'on dispose? Déjà, on va disposer d'un examen qui est visuel. C'est primordial parce que cet examen visuel, il va participer à identifier notamment des localisations au niveau de la douleur. Une douleur d'une tendinopathie plus ou moins inflammatoire avec une bursite, c'est plutôt une douleur sur la partie antéro-latérale du moignon de l'épaule. Ça peut descendre un petit peu dans le bras, mais c'est plutôt antéro-latéral. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important parce que avoir des douleurs à d'autres endroits, ça peut vous exclure la tendinopathie, même si le patient arrive avec ce diagnostic-là. On dispose également de cet examen visuel qui va nous servir à voir comment bougent les patients lorsqu'ils se déshabillent devant nous, lorsqu'ils enlèvent leurs vêtements. Est-ce qu'ils ont une crainte? Est-ce qu'ils esquivent le mouvement? Est-ce qu'on se rend compte qu'ils ont mal au moment où ils bougent leurs bras? Ou est-ce qu'ils ont une grande souplesse de bras? Ce qui peut arriver. On a des gens qui ont des tendinopathies qui arrivent et qui sont peu douloureux et d'autres qui sont beaucoup plus douloureux. Autre point, on va également profiter de notre examen visuel pour regarder un point qui peut faire débat, qui est celui de la position thoracique, de la syphose thoracique, de la posture thoracique. Ce n'est pas tout à fait la même chose, la notion de posture et de mobilité thoracique, mais il faut regarder cela, notamment lorsque vous avez des jeunes qui arrivent pour des tendinopathies, des douleurs du long biceps et que ce sont des lanceurs, par exemple. On ne peut pas retirer, on ne peut pas exclure le fait que cette syphose thoracique puisse limiter à un moment donné le mouvement et puisse participer
peut-être à l'apparition de symptômes. Donc, c'est des choses qu'on va noter grâce à notre examen visuel. L'examen, il est également auditif. Il va falloir écouter nos patients. C'est primordial à mon sens de savoir s'il y a une notion traumatique, d'essayer de la rechercher, de savoir si le patient a des douleurs nocturnes, du coup si elles sont inflammatoires, comme l'a décrit tout à l'heure Geoffroy, et quelle est l'évolution de la douleur. Est-ce que c'est une douleur qui a tendance à diminuer depuis les dernières semaines, à augmenter depuis plusieurs mois? Est-ce que c'est une douleur qui est permanente, matin, soir, même quand le patient ne bouge pas? Est-ce que le patient a perdu le sommeil? C'est important également parce que ça aura une incidence sur ses symptômes, sur sa guérison. Est-ce que c'est un patient qui est plutôt stressé, plutôt anxieux, avec notamment les facteurs psychosociaux qu'il va falloir évaluer? Et puis, quels sont ses objectifs? Les objectifs de récupération d'une épaule totalement indolore, est-ce que c'est possible? D'un retour à un niveau sportif antérieur, à une lésion, à un traumatisme, est-ce que c'est possible? L'âge du patient est également important. On n'a pas les mêmes tendinopathies à 30 ans, à moins de 20 ans et à 50 ou 60 ans. On passe vers des tendinopathies dégénératives. Est-ce que le patient pratique une activité physique? Est-ce qu'il a eu une intensification dans cette activité? Est-ce qu'il a un métier? C'est quoi son activité professionnelle et qui pourrait peut-être justifier une usure de tendon par son activité professionnelle? Est-ce qu'il pratique un sport en particulier? Parce que la rééducation va devoir probablement se rapprocher du geste sportif. Quels sont ses antécédents? Ce n'est pas des petites questions. On a vu que le diabète pouvait avoir une incidence sur la guérison des patients, le fait que ces patients aient pris des statines, des quinolones, ou le fait que le patient ait eu, je ne sais pas moi, ait eu un cancer du sein, si c'est une patiente, un cancer du sein, un traitement de chimiothérapie, une radiothérapie. Toutes ces choses-là sont importantes. Et c'est vrai que souvent, il y a la case antécédent dans les fiches bilan. On met dedans des choses on ne trouve pas trop le rapport avec les autres choses, mais il y a des liens entre la douleur qui peut apparaître, les symptômes tendineux, l'usure d'un tendon et des traitements médicamenteux. Et puis, est-ce qu'il y a eu des échecs de traitement au préalable? Et ça, c'est important. Est-ce qu'il y a eu des infiltrations? Est-ce qu'elles ont échoué ou pas? Est-ce qu'il y a eu une chirurgie? Est-ce qu'elle a échoué? Est-ce qu'il y a eu des séances de kinésithérapie qui n'ont pas porté leurs fruits? Parce que ça va nous orienter également dans la prise en charge. La prise en charge, elle va consister également à mesurer. On va procéder à des mesures de mobilité. Pourquoi? Parce que ces mesures-là vont éventuellement mettre en évidence des restrictions. Et on sait que, tout à l'heure, Geoffroy l'a dit, il peut y avoir des raideurs d'épaule et que c'est quand même une cible fondamentale que l'on va avoir en kinésithérapie lorsqu'on va avoir, alors on ne parle pas d'épaule raide, parce que l'épaule raide, pour moi, c'est plus important que les pertes de mobilité des tendinopathies, mais parfois, il peut y avoir des grosses pertes de mobilité. Et ces pertes de mobilité se localisent souvent en flexion, en abduction, en rotation médiale. C'est les gens qui ont du mal à mettre la main dans le dos. Et c'est important d'aller regarder ces mobilités parce que parfois, vous tombez sur un patient qui vous est adressé pour une bursite, qui est assez douloureux, et vous vous rendez compte qu'il a perdu toute sa rotation externe coude au corps. Et ça ne ressemble pas vraiment à une tendinopathie ou à une bursite, parce qu'il n'y a rien de plus qui ressemble à une bursite qu'une capsulite qui est en train de se fabriquer, qui est en train d'apparaître. Et donc, vous pouvez peut-être avoir un défaut de diagnostic, une erreur de diagnostic et d'orientation. Et pour cela, c'est important de le repérer parce que vous allez peut-être devoir orienter le patient vers son médecin pour une autre prise en charge. On va mesurer également la force. La force, elle va être mesurée dans différentes positions. Je crois que les positions incontournables, ça va être l'adduction et la rotation externe coude au corps en RE1. Vous prenez les mêmes positions. Vous pouvez utiliser un dynamomètre, je pense que c'est important pour mesurer la force en rotation externe et en abduction, pouce vers le bas, pouce vers le haut et la position que vous souhaitez utiliser, mais vous utilisez toujours la même. La douleur et les facteurs psychosociaux, ce sont des éléments qu'il faut également évaluer véritablement. Donc, la douleur, vous pouvez l'évaluer avec une échelle visuelle analogique. Vous pouvez également utiliser le questionnaire D4, qui est un questionnaire en 4 questions pour mettre en évidence des douleurs plutôt d'origine neuropathique, d'origine nerveuse. Et donc, ça pourrait vous orienter vers une autre piste de diagnostic que celle des tendinopathies. Et puis, vous pouvez utiliser l'inventaire de sensibilisation centrale pour mettre en évidence une sensibilisation de la douleur qui est importante à mettre en avant pour pouvoir traiter les patients un peu différemment que ceux qui ne présentent pas de sensibilisation centrale. Vous pouvez également utiliser des échelles de dramatisation face à la douleur. On sait que le catastrophisme des patients face à la douleur a tendance à avoir un effet négatif. Le catastrophisme et l'évitement. Vous avez l'échelle Fear Avoidance Belief Questionnaire qui a été traduite en français. Alors, à la base, c'est pour le rachis lombaire, mais ça peut tout à fait être transposé à un patient qui présenterait un évitement, qui présenterait une kinésiophobie et un catastrophisme vis-à-vis de ses douleurs.
Alors, on a également des échelles d'auto-évaluation, et je les trouve particulièrement intéressantes sur l'épaule, comme le questionnaire de Gdash ou le Quick Dash, et puis le Western Ontario Rotator Cuff Index, qui a été traduit également en français, je crois, par l'équipe de Jean-Sébastien Roy. L'évaluation en elle-même, elle peut être faite également par le professionnel de santé par l'intermédiaire du score de Constant. Une fois que vous avez regardé ces paramètres-là de mobilité, etc., vous allez essayer de reproduire les symptômes de votre patient. D'accord? Donc, vous essayez à présent de faire en sorte que votre patient vous montre ces symptômes ou vous-même de les reproduire. Et ça, ces symptômes-là, ça peut être de la douleur, ça peut être une faiblesse, ça peut être une perte de mobilité. D'accord? Alors, très souvent, c'est de la douleur quand même lorsqu'il s'agit de ces douleurs sous-acromiales. Parfois, c'est simple. Parce que le patient, il va vous dire, vous voyez, quand je lève le bras, ah, ça me fait mal ici, il a enlevé sa veste, ah, ça lui a fait mal. D'accord? Et parfois, c'est plus compliqué. Et on a aussi des patients qui présentent des tendinopathies, qui vont faire tous les mouvements pendant l'examen clinique et qui vont vous dire, ben non, là, ça me fait toujours pas mal. Et là, on ne pourra pas commencer à mettre en œuvre un traitement tant qu'on n'aura pas repéré quel est l'élément qui permet de déclencher le symptôme du patient. Parce que derrière, on va essayer justement de le modifier. Donc, on a des patients, parfois, moi j'en ai, des sportifs qui ont mal au bout d'une heure de tennis. Hein, d'accord? Et sur le geste de la frappe de balle. Et puis, d'un autre côté, pour la même pathologie, la même tendinopathie, le même diagnostic, on va avoir des gens qui peuvent quasiment plus bouger le bras et plus dormir. Donc, sur une même étiquette, on a quand même des tableaux cliniques très différents. On évite des conclusions hasardeuses. Hein. Lorsque le patient vous dit aïe, évitez de lui dire vous avez une tendinite du sus-épineux pour faire le malin, parce qu'il pourrait peut-être vous surprendre et vous dire maintenant, il ne s'agit peut-être pas du supraspinatus, c'est ça ce dont vous voulez parler. Donc on évite tout de suite de tirer des conclusions dès qu'on a un test qui nous dit que le patient a mal, parce que de toute façon, ces tests-là, ils ne sont pas faits pour vous identifier des douleurs à l'endroit d'un tendon. On va essayer de se mémorer qu'il est difficile, voire impossible, d'isoler ou d'identifier à l'aide d'un test la structure en souffrance. Vous avez vu tout à l'heure à quel point les fibres du supra et de l'infra sont entremêlées. On reste pragmatique. Quand notre patient vous dit aïe, on lui dit vous avez une douleur. Oui, mais c'est déjà un indicateur. C'est-à-dire, on va lui demander de préciser la douleur, où elle se situe, quel type, quelle reproductibilité. Est-ce que ça vous fait très mal? Est-ce que ça vous fait un peu mal? Est-ce que quand on arrête le mouvement de stress, la douleur disparaît, etc. On essaie de combiner des tests pour essayer d'augmenter la fiabilité de l'examen. Par exemple, sur les douleurs d'origine sous-acromiale, il y a un test d'exclusion que je n'utilise pas beaucoup, mais qui semble être intéressant. C'est-à-dire qu'on mesure la force de rotation interne en position RE2. Hein. Et si jamais vous avez plus de force des rotateurs externes par rapport au rotateur interne en position RE2, vous pouvez exclure la douleur sous-acromiale, ce qui paraît normal, puisqu'en général, les rotateurs externes sont plus faibles. Donc, si vraiment vous avez des rotateurs externes qui sont plus forts, il y a un problème. Et moi, j'ai mis un focus quand même sur le rachis cervical, parce que c'est quand même ces pathologies-là sur lesquelles il y a plus d'erreurs d'orientation ou de diagnostic, où on va, par la modification de symptômes par le rachis cervical, essayer de modifier les symptômes du patient, essayer de centraliser la douleur. Si en ayant une action sur le rachis cervical, vous centralisez la douleur, vous avez en fait cette douleur qui remonte vers le rachis, vous avez vraiment un indicateur très pertinent pour dire qu'il s'agit probablement d'une douleur cervicale plutôt qu'une douleur de tendon. Sinon, pour essayer de mettre en évidence un conflit sous-acromial, une douleur d'origine sous-acromiale, je crois que l'arc douloureux, c'est quand même un truc de base. Hein, c'est quand même un truc de base, mais qu'on retrouve essentiellement dans les douleurs sous-acromiales. Le patient qui a pas mal à un endroit, aïe, qui a mal à un autre et qui a plus mal au-dessus, et qui redescend, aïe, qui a mal et qui a plus mal en dessous, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'espace sous-acromial. Si on combine ça au fait qu'un test Dawkins puisse être positif et le fait que, par exemple, en rotation externe contre résistance, on déclenche une douleur, encore une fois, sur le moignon de l'épaule ou qu'on a une faiblesse, là, je crois qu'on peut dire qu'on est face à un tableau clinique de tendinopathie. Ensuite, une fois qu'on a déclenché les symptômes, on essaye de les modifier. Donc, on modifie la douleur, la faiblesse, la mobilité. On a dit par le rachis cervical pour exclure la pathologie de l'épaule. Par le rachis thoracique, j'ai peu souvent des patients qui, par une modification du rachis thoracique, ont une modification de symptômes. Mais bon, c'est décrit, donc je vous en parle. Par une action sur la scapula, même si les actions scapulaires, notamment le scapular assistant test, le retraction test, les actions de stabilisation de scapula, n'ont pas un grand
un grand niveau de preuve, une très bonne clinimétrie, ça vous oriente en fait dans votre prise en charge. Ce n'est pas fait pour poser un diagnostic. Et effectivement, si c'est pour poser un diagnostic, ben, vous avez du mal à tirer des conclusions de cela. Mais quand vous combinez tout cela avec ce que je vous ai dit précédemment, que vous l'incluez comment dire, dans un examen clinique et un entretien clinique qui est complet, ça peut vous apporter quand même des pistes de rééducation lorsque vous stabilisez une scapula et qu'instantanément, votre patient il a moins mal. Il va peut-être falloir regarder autour des muscles scapulaires s'il n'y a pas quelque chose. Et puis, est-ce qu'il y a un secteur angulaire dans lequel la douleur n'est pas présente? Je crois que ça, c'est important, notamment lorsqu'il y a cet arc douloureux. Si votre patient vous dit qu'au-dessus de cet arc douloureux, il n'est pas sensible, lorsqu'il vous dit qu'il est bien avec les bras au-dessus de la tête, eh ben, probablement que sa rééducation elle va peut-être consister à travailler dans cette position dans laquelle les douleurs sont moins présentes. Et c'est en ce sens que cette modification de symptômes va pouvoir orienter votre rééducation. Alors en gros, l'examen clinique, il vise déjà, pour le kiné, à confirmer l'origine de la douleur et du handicap. On vous adresse un patient pour une tendinopathie du supraépineux. C'est à vous de vérifier qu'il s'agit bien d'une tendinopathie du supraépineux, parce que parfois, un médecin généraliste peut, au décours de l'examen, passer à côté de quelque chose d'autre, du rachis cervical. Donc, c'est à nous de confirmer cette origine-là. On essaye d'identifier non pas une structure qui est en souffrance, mais une zone qui est en souffrance. Et plutôt que de parler d'une tendinite du sus-épineux, on peut peut-être parler aussi d'une douleur d'origine sous-acromiale, et puis de voir quels sont les mouvements qui déclenchent le plus de douleur. Et puis on essaye de modifier les symptômes pour orienter la prise en charge. N'oublions pas que l'examen d'imagerie, ça n'est pas un ennemi, il faut savoir l'utiliser, mais parfois ça peut nous induire en erreur. Voilà pourquoi je vous recommanderais, lorsqu'il n'y a pas eu de traumatisme, lorsqu'il n'y a pas eu de chirurgie, de regarder les examens d'imagerie après votre examen clinique pour ne pas que ça biaise votre jugement et votre clarté. Je vous propose une citation du professeur Bruno Falissard, pour terminer ce topo, qui est un médecin-chercheur à l'INSERM qui travaille beaucoup sur les thérapies alternatives. C'est un des pontes de la recherche et de l'évaluation clinique en France. Et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que l'entretien clinique et l'examen clinique sont thérapeutiques. La façon dont vous allez examiner vos patients, la façon dont vous allez les écouter, il parle d'entretien clinique plutôt que d'interrogatoire, hein, parce qu'on n'est pas à la police, c'est un entretien clinique. La façon dont vous allez les écouter, les examiner, ça va participer très probablement au fait que votre patient aura des effets contextuels plus positifs pour peut-être mieux guérir plus facilement ou se mettre dans des meilleures conditions pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Je vous remercie. Merci Frédéric pour ce topo très complet. On a eu quelques questions, notamment, alors il y a tout le côté psychosocial bien sûr qui est important et avec les questionnaires qu'il faut réaliser, comment est-ce que ça influence les différentes choses, mais il y a une question qui est assez intéressante sur, à ton avis, est-ce que l'examen clinique que fait le chirurgien est le même que celui du kiné? Et après, moi, je répondrai. À l'évidence, non. Hein, pour avoir assisté à des examens de chirurgien, à l'évidence, non, parce qu'en fait, ça ne sont pas les mêmes objectifs, tout simplement. Et pendant des années et des années, les kinésithérapeutes ont réalisé un examen en kinésithérapie qui était exactement le même que celui des chirurgiens. Et donc, en fait, ils ne tiraient aucune conclusion de cet examen-là, autre que celui que le chirurgien avait, les conclusions qu'il avait posées précédemment. Ce qui ne lui sert pas à grand-chose pour mettre en œuvre une rééducation. Savoir qu'un tendon est rompu, franchement, pour moi, ça ne me sert pas à grand-chose dans ma rééducation. Ça me sert juste à me dire, tiens, ce tendon, il est rompu, il faut que je fasse attention. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra l'adresser à un chirurgien ou à un médecin. Mais moi, pour me guider dans mes exercices, dans ma thérapie manuelle, ça me sert strictement à rien. Alors qu'un chirurgien, lorsqu'il sait qu'un tendon est rompu, dans son examen clinique, que le patient a une grande faiblesse à cause d'une coiffe rompue, peut-être que ça va l'orienter davantage vers sa thérapeutique que va être la chirurgie ou vers une orientation vers un autre professionnel de santé. Donc, je pense que ce n'est pas pareil, Moi, même s'il y a des points communs. l'examen du chirurgien, il n'est pas forcément aussi centré sur le déficit de force, etc. C'est-à-dire que lorsqu'on voit des patients, souvent, c'est des patients qui ont déjà été rééduqués, infiltrés, qui ont déjà eu une prise en charge, et ils nous sont adressés pour une lésion d'un tendon à opérer. C'est-à-dire qu'ils ont un tendon qui les gêne depuis longtemps, et donc on est là pour savoir s'il faut ou pas opérer le patient. Et en fait, nous, ce qu'on recherche avec notre examen clinique, ce n'est pas forcément un déficit de force, puisqu'en fait, on sait qu'il y a des lésions de coiffe qui sont très bien tolérées,
Ce n'est pas forcément une douleur ou des choses comme ça. On ne répare pas les jambes pour faire disparaître la douleur. On répare le tendon pour éviter que ça s'étende et que ça se dégrade avec le temps. On en reparlera quand on parlera du traitement chirurgical. Nous, ce qu'on recherche, surtout à l'examen clinique, c'est des contre-indications à l'opération. Et l'examen clinique qui est fondamental, c'est de rechercher une raideur. Si, lors de l'examen clinique, vous avez une raideur de l'épaule, dans ce cas-là, le chirurgien passe la main, il renvoie le patient soit pour l'infiltration, soit pour la rééducation, et lorsque l'épaule sera parfaitement souple, on pourra l'opérer. Et l'autre contre-indication qu'on recherche, c'est une épaule non fonctionnelle. C'est-à-dire que si on a un patient qui a une petite lésion de la coiffe, rompue totale, bien sûr, parce que c'est là-dessus qu'on agit surtout, et qui a une épaule totalement exclue, qui ne fonctionne plus, une dyskinésie scapulothoracique qui est totalement déprogrammée, il faut reprogrammer cette épaule, il faut le rééduquer, remettre l'épaule en condition de chirurgie, et après, on va pouvoir l'opérer. Donc, nous recherchons plutôt des éléments qui vont nous confronter dans l'idée de la chirurgie que vraiment un déficit de force ou quelque chose qui, on le sait bien, l'examen clinique est quand même très peu corrélé à l'image. Et si on repère un tendon, ce n'est pas parce que le patient a une perte de force, c'est parce qu'il a une épaule qui a des douleurs chroniques et qu'on veut éviter une aggravation des lésions au niveau de son épaule. Ok, Geoffroy, merci. Je vais répondre à une question pendant que j'arrête le partage et que je te laisse prendre la main pour le topo sur l'imagerie. Une question très intéressante d'Anthony qui demande pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il fallait travailler dans la zone non douloureuse plutôt que de travailler dans la zone douloureuse pour remettre en charge progressivement cette zone. Ça n'est pas exclusif. Ça n'est pas parce que j'ai dit qu'on pouvait faire ça que ça exclut le fait qu'on puisse travailler dans la zone douloureuse. C'est juste que justement, dans les facteurs psychosociaux, lorsque vous avez des patients qui viennent à cause d'une douleur, peut-être que la première chose à faire dans la rééducation par les exercices, ça n'est pas de reprovoquer cette douleur-là, parce que on va devoir faire accepter au patient que sa thérapie va passer par de l'actif, et ce n'est pas la première chose qui vient à l'esprit quand on a mal. Et du coup, peut-être qu'on va lui montrer que ce travail actif peut ne pas provoquer de douleur. Et ensuite, je vous enverrai justement une petite vidéo, c'est une des prochaines vidéos qu'on va publier, dans laquelle je montre comment on vient titiller cette zone douloureuse pour justement regagner de l'amplitude, comme tu le dis Anthony, remettre en contrainte cette zone-là, remettre en stress cette zone qui est douloureuse, mais en ayant montré auparavant un peu au patient qu'il pouvait bouger, qu'il pouvait même travailler contre résistance sans déclencher des symptômes et peut-être même en ayant moins de symptômes derrière. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a aucune règle dans cette façon d'aborder l'espace sous-acromial et les tendinopathies. Je te remercie pour ta question qui est vraiment très intéressante. Je te laisse la parole, Geoffroy, sur le bilan d'imagerie. Oui, juste, il y a eu beaucoup de questions sur la tendinopathie calcifiante qu'on abordera la semaine prochaine. Là, je vais vous parler de l'imagerie de la tendinopathie calcifiante, mais son traitement. Geoffroy, ça fait 2 fois que tu dis la semaine prochaine, ce n'est pas la semaine prochaine, la prochaine masterclass. Hein. Ah bon? On donnera la date plus tard. Non. Ok. Non, le mois prochain ou dans 2 mois. Quoi qu'il en soit, on va parler de l'imagerie de la coiffe de rotateur. Encore une fois, on va essayer de se concentrer sur comment l'imagerie peut nous apporter des informations sur la pathologie tendineuse. Alors, en fait, ça me fait comme toi tout à l'heure, tu vois. Tu cliques sur l'image et puis ça va passer. Merci. Voilà. Donc, si on va un petit peu vers les recommandations officielles, eh bien, en fait, concernant la douleur de l'épaule chronique, les recommandations de la HAS, qui remontent maintenant à plus de 15 ans, consistent à dire que lorsque vous avez un patient qui a une douleur de l'épaule, eh bien, il faut faire une radiographie simple, une échographie, comme examen de débrouillage. Alors, est-ce que à l'heure de l'arthroscanner, de l'IRM et de l'arthro-IRM, il est pertinent de continuer à faire ce genre d'imagerie ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Eh bien, on va essayer de voir un petit peu quelle image apporte quelle information sur les tendinopathies. Concernant la radiographie, en fait, la radio, elle explore essentiellement 3 parties. Elle explore l'articulation acromioclaviculaire, qui est très souvent remaniée après la quarantaine, comme je vous l'ai dit, avec des ostéophytes et une arthrose fréquente et dans l'immense majorité des cas totalement asymptomatique, et donc elle n'a aucun intérêt sur le tendon. Elle explore l'arthrose gléno-humérale, qui est, vous le savez, très rare et qui est une destruction de l'articulation, mais qui n'a, elle aussi, aucun intérêt sur le tendon. Et puis, on a des signes indirects au niveau de l'épaule, surtout dans l'espace sous-acromial. On sait que si on a un espace sous-acromial inférieur à 7 mm, ça veut dire que la coiffe est détruite et on peut avoir des calcifications qui apparaissent. Et ainsi, l'intérêt principal de la radiographie va être de mettre en évidence un contenu calcique sous l'acromion, c'est une tendinopathie calcifiante, ou alors, comme dans la radio en dessous, eh bien, une tendinopathie rompue, un stade ultime, on est au stade de l'homarthrose excentrée, la tête humérale est venue se caler sous l'acromion, là il n'y a plus de coiffe, et donc c'est la tendinopathie rompue au stade maximum.
Geoffroy, La je peux te radio, demander de montrer avec ton curseur les zones que tu... là, ça va, calcification et excentration, mais c'est vrai que comme ce sont des images radiologiques, enfin, tous ceux qui sont en ligne là, et qui verront le topo ne sauront pas forcément que l'image d'en bas, c'est une omarthrose excentrée. donc en bas, on parle de marteau excentré pour deux raisons. D'abord parce que la tête humérale n'est plus en face de la glène, la tête est montée, et vous voyez que l'espace entre l'acromion et la tête humérale a disparu. Et comme c'est la place de la coiffe supérieure, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de coiffe des rotateurs à ce niveau-là. On a une tendinopathie rompue totale de la coiffe des rotateurs. Donc c'est un signe indirect de la lésion de la coiffe des rotateurs. La radio peut être intéressante aussi. Il y a une grande tendance actuelle à évaluer un petit peu ce qu'on appelle le CSA. Si vous vous intéressez un petit peu à l'épaule, eh bien, vous avez vu que c'est un score qui est à la mode, qui consiste à regarder un petit peu quel est le débord latéral de l'acromion. Et en fonction de son débord latéral, on pense que le deltoïde a une action plus ou moins importante et qu'il va venir coincer la tête de l'humérus sous l'acromion et favoriser la coiffe de rotateur. C'est encore une théorie, ce sont des études qui sont faites actuellement. Pendant des années, on a dit que l'acromion était trop crochu, après on a dit qu'il était trop débordant en avant, maintenant on dit qu'il est trop latéral. Tout ça, pour l'instant, reste à être prouvé, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir sur la radiographie. Et donc, c'est intéressant de le savoir lorsqu'on s'intéresse à la tendinopathie de l'épaule. L'échographie. Alors, l'échographie, c'est l'examen par excellence pour mettre en évidence une lésion de la coiffe des rotateurs. Cependant, et ça c'est fondamental parce qu'on le voit de manière quotidienne dans nos boutiques, en consultation, cet examen ne peut être fait que sur une épaule parfaitement souple. J'ai mis toutes ces photos ici, vous voyez que l'épaule doit pouvoir bouger. Si vous ne pouvez pas faire de rotation externe, si vous ne pouvez pas mettre la main sur la fesse, et c'est le cas souvent dans les épaules raides, eh bien l'échographie n'a pas de valeur. Donc l'échographie est un bon examen de débrouillage pour faire le diagnostic de lésion de la coiffe de rotateur. On ne peut pas la quantifier, on peut simplement l'évoquer par le fameux signe que vous avez trouvé dans les comptes rendus de double épanchement, gléno-huméral et sous-acromial, qui évoque une lésion de la coiffe très souvent. Et ça, c'est intéressant pour rechercher une lésion. Et si la lésion est présente et qu'il faut aller plus loin, on fera une imagerie en coupe. Mais gardez à l'esprit que cet examen est un examen dynamique. Et lorsque vos patients qui ont une capsulite ou une épaule raide ou qui ne bougent pas bien vont vous dire « j'aimerais faire une échographie », il ne faut pas la faire parce qu'elle ne sert à rien. Elle ne va pas vous permettre d'explorer de manière exactement parfaite les tendons. Et il va y avoir des images qui vont être fausses. Ça, les radiologues sont tous d'accord. Donc, ça ne sert à rien de faire une échographie sur une épaule qui n'a pas été parfaitement assouplie. Je vous le redirai à la fin, il n'y a jamais d'urgence à faire une imagerie de la coiffe de rotateur. Si vous avez un patient qui arrive en consultation générale ou qui arrive chez le kinésithérapeute et qui a une épaule qui est raide et douloureuse, l'échographie est inutile et va plutôt nous orienter du mauvais côté, donc pas d'échographie dans ces conditions-là. Le scanner, c'est très simple, il n'a quasiment aucun intérêt dans la pathologie tendinoseuse. Le scanner, c'est très bien pour voir des images en 3D, dans l'instabilité de l'épaule, pour voir exactement les usures de glène, les encoches, etc. Dans la pathologie de la coiffe des rotateurs, il a un intérêt pour voir la qualité du muscle et ce qu'on appelle l'infiltration graisseuse, ça c'est bien connu, mais on ne peut pas voir le tendon avec un scanner simple. L'examen de référence, c'est bien sûr l'IRM. Alors l'IRM, elle a plusieurs intérêts. Elle va nous permettre de voir, comme on le voit là-haut, la qualité du muscle. Ici, vous avez le muscle est en noir et autour, le blanc, c'est du gras. Et donc ça veut dire que vous avez une infiltration graisseuse et je dirais même une amyotrophie, puisqu'on a un tout petit muscle et du gras autour. Et ici, vous avez un muscle de meilleure qualité avec un petit peu de gras dedans. Donc on voit tout de suite que le muscle est meilleur. L'IRM, elle va pouvoir nous parler aussi d'atteinte neurologique. Ici, c'est un patient qu'on a vu récemment avec mes collègues et qui présente une atteinte avec une grosse inflammation du muscle supraépineux, vous voyez qu'il est au-dessus de l'épine, de l'infraépineux et du petit rond. Et c'est ce qui rentre typiquement dans le syndrome de Parsonage-Turner, qui est une maladie neurologique, une inflammation nerveuse, qui donne ces images de remaniement et d'inflammation musculaire. Mais surtout, l'IRM va nous permettre de voir le blanc. Vous savez que quand on regarde une IRM, ce qui n'est pas normal, c'est le blanc. Il ne devrait pas y avoir de blanc. Le tendon, normalement, est noir et l'os aussi. Et ici, on voit très bien dans l'image en bas à gauche qu'il y a du blanc qui est apparu. Ça veut dire qu'il y a un trou, un espace qui est mis en évidence par l'IRM. Ça signe la tendinopathie rompue à un certain degré. Alors, quelles sont les tendinopathies? On va revenir à mon petit topo du début. Il y a des tendinopathies corporeales, c'est-à-dire qui touchent tout le tendon, et c'est la tendinopathie fréquente de l'homme ou de la femme de plus de 55 ans qui a mal à l'épaule. On voit sur l'IRM plusieurs choses. On voit qu'il y a un épanchement, et c'est grâce à cet épanchement d'ailleurs tout autour du tendon qu'on parle de bursite ou d'épanchement sacromial, c'est probablement lui qui fait mal. Et on voit que le tendon, eh bien, il part de la droite du muscle et il vient venir se fixer sur les tubérosités avec une continuité. Il est
hétérogène, il devrait être tout noir, il n'est pas tout noir, il y a des traces de blanc à gauche comme à droite, on a une tendinopathie diffuse, un tendon qui est globalement malade. C'est la tendinopathie corporeale qui est physiologique, mais qui bien sûr peut se rompre parfois. Il existe la tendinopathie d'insertion qu'on appelle aussi l'antésopathie. Ici, vous voyez que l'image d'anomalie du tendon est absolument différente. On a affaire ici à un tendon qui est parfaitement en continuité. Là, vous avez la tête de l'humérus, là, vous avez les tubérosités. Le tendon en avant et en arrière est bien inséré. Et au milieu, sur la zone d'insertion, vous avez une tendinopathie. C'est la zone de fixation qui est malade. Ici, la tendinopathie ou l'antésopathie est bien focalisée. Elle ne bouge pas. Et ici, elle s'est déchirée dans sa partie distale. On voit aussi un bel épanchement dans l'épaule et une rupture partielle du tendon, puisqu'en fait, la partie ici est encore fixée. C'est une tendinopathie d'insertion déchirée à droite et non déchirée ou non rompue à gauche. Et puis, on a les ruptures partielles dont on a parlé. La rupture partielle, ça peut être des ruptures qui sont à l'intérieur du tendon, c'est assez fréquent. On peut avoir des ruptures superficielles et des ruptures profondes. La rupture dans le tendon, c'est cette image magnifique qu'on a récupérée il n'y a pas très longtemps, qui montre en fait au sein du tendon supraépineux un kyste à l'intérieur. Alors, on a discuté pendant de longues heures pour savoir s'il y avait ou pas une communication avec le reste du tendon, mais on ne l'a pas trouvé. Et c'est un tendon qui, à l'intérieur, a un épanchement. C'est une tendinopathie intracorporéale. Les tendinopathies superficielles, eh bien ici on a une belle image à gauche, vous voyez qu'on voit notre tendon, encore une fois en noir, on voit l'acromion qui est au-dessus, et puis il y a un morceau supérieur du tendon qui est amputé, et ça c'est une tendinopathie partielle, avec une rupture partielle, il reste du tendon. Ce sont des tendinopathies qui sont très douloureuses parce que les patients tirent sur le petit morceau de tendon qui reste, ça fait très mal. On voit que dans la partie antérieure, le tendon est normal, et ici, juste en regard de l'acromion, on a une déchirure superficielle du tendon, une rupture tendineuse partielle, elle n'est pas totale. La tendinopathie rompue, c'est lorsque le corps est totalement déchiré. Ici, chez un patient, on a une IRM, on voit des beaux kystes qui peuvent être vus sur l'IRM. On a le muscle qui est là, et puis entre le muscle et la tubérosité, il n'y a plus rien. C'est la tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs. Lorsqu'on rentre dans l'épaule, eh bien, on voit à droite une partie du tendon avec le muscle qui est en continuité, un morceau de tendon qui est resté sur l'os. Ici, vous voyez la longue portion du biceps, le cartilage, et donc il y a un gap avec une rupture totale, transfixiante de la coiffe des rotateurs. La tendinopathie qui est bien connue et dont on abordera le traitement la prochaine fois, c'est la tendinopathie calcifiante qui correspond donc à l'apparition dans le tendon ou dans la partie périphérique du tendon d'une poche de calcium. Il existe 3 types de calcification. Il y a des calcifications qui sont de type A, qui sont des boules qui sont dans l'espace sous-acromial. Ça, c'est la classification de la SFA, qui a un intérêt à la fois sur la prise en charge thérapeutique, mais aussi sur le pronostic. On en a de type B, qui sont en fait des espèces de polylobés, avec ici 3 abcès ou 3 calcifications dans le tendon. Et puis, on a l'aspect diffus, comme ça, en nuage, qui est un aspect beaucoup plus hétérogène et dont le traitement sera totalement différent. Ici, le diagnostic de la tendinopathie calcifiante se fait sur la radio. Sur une IRM, on ne peut pas faire le diagnostic parce que le tendon est noir et la calcification aussi est noire. Enfin, l'IRM permet de voir un conflit sous-acromial. Ici, vous avez un bel épanchement dans l'espace sous-acromial avec un tendon qui est normal. On a l'impression qu'on a un acromion qui vient sur le tendon. En fait, c'était une patiente qui était pianiste et qui, avec un déséquilibre lors d'un changement de jeu, présentait des douleurs extrêmement importantes au niveau de l'épaule. On a fait cette IRM qui montrait un épanchement majeur. Et en l'orientant vers des kinésithérapeutes spécialisés dans la prise en charge des musiciens, eh bien, l'épanchement a disparu et la douleur a disparu. Donc, on n'avait pas du tout de tendinopathie. On avait un conflit induit par une mauvaise position de l'épaule et l'image s'est normalisée après une rééducation sans aucun geste chirurgical. C'était un problème de dysfonctionnement au niveau de l'épaule. L'arthroscanner a très peu d'intérêt aujourd'hui dans les lésions de l'épaule. Il a un intérêt des tendons. Il ne verra pas le tendon, il verra des images indirectes. Il a surtout un intérêt dans l'instabilité. Mais si pendant des années, la France a défendu l'utilisation de l'arthroscanner dans les lésions de la coiffe de rotateur, aujourd'hui on a des IRM qui, dans l'immense majorité des cas, nous permettent de voir les lésions tendineuses. Lorsqu'on a un doute, on fait un arthroscanner, soit parce qu'on a un doute sur une lésion partielle, notamment profonde, ou lorsqu'on a un doute sur une lésion du cartilage associée chez les patients âgés pour ne pas passer à côté d'une arthrose débutante. Dans la pathologie tendineuse, je crois qu'il faut vraiment oublier l'arthroscanner. Alors, si on fait un bilan rapide, globalement, quand on regarde toutes les pathologies qu'on peut avoir au niveau de l'épaule, si vous avez un patient qui a une épaule extrêmement douloureuse et qui bouge, mais qui fait très très mal, insomniante, c'est probablement une calcification. Une imagerie qu'il faudra faire, c'est une radiographie. Pas besoin d'aller vers une IRM lorsque le patient est extrêmement douloureux. Si l'épaule est souple et que le patient est déficitaire, vous pensez à une tendinopathie, rompue ou pas rompue de la coiffe des rotateurs. Dans ce cas-là, il faut s'orienter vers une échographie qui est un bon examen des débrouillages.
En message, il faut garder quoi? Le diagnostic, bien sûr, de débrouillage doit se faire sur l'échographie. Mais demander une échographie uniquement sur une épaule souple. Si elle est enraidie et qu'il ne peut pas mettre la main dans le dos, ça n'a aucun intérêt. Il ne faut pas demander de scanner pour explorer les tendons. Ça existe encore. Il n'est pas rare de voir des patients qui viennent en disant j'ai eu mon échographie, ma radio, après on m'a fait un scanner, puis une IRM. Ça n'a pas d'intérêt. L'IRM et l'arthroscanner, ils rentrent surtout dans le cadre. Approche-toi, Geoffroy. Oui, l'IRM et l'arthroscanner, ils rentrent surtout dans le cadre de l'hyperspécialité pour savoir si le tendon doit être opéré et ils ne vont jamais modifier la rééducation ni le traitement médical. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le tendon est rompu ou pas qu'on va faire une infiltration. On va traiter les symptômes avec l'infiltration, la douleur, on va traiter la raideur avec la rééducation et si jamais, malgré ça, ça ne va pas, dans ce cas-là, l'IRM et l'arthroscanner ont vraiment une place. D'autant plus qu'il n'y a jamais d'urgence à faire un bilan de coiffe dégénérative. Si votre patient a 55 ans, qu'il a une douleur qui est arrivée progressivement, il faut traiter les symptômes. Et si ça récidive ou si ça ne va pas, dans ce cas-là, on va vers une imagerie. Ok, merci beaucoup, Geoffroy. C'est un topo vraiment, je pense, essentiel pour les kinésithérapeutes pour bien comprendre à qui s'adresse tel et tel examen. Il est 21h50, ça fait 20 minutes qu'on a dépassé déjà le timing, je suis vraiment désolé. Mais vous pourrez revoir en replay de toutes les façons cette masterclass. Je te pose juste quelques questions rapides, Geoffroy. Oui. Est-ce qu'il y a, tu parles de pas d'urgence à réaliser un examen d'imagerie, est-ce qu'il y a quand même une urgence pour une lésion traumatique chez un jeune? Alors, c'est différent. Sur un jeune qui a une lésion traumatique ou une suspicion, Oui. bien sûr, on va pouvoir faire une échographie ou une IRM rapidement. Moi, je parle Ok. plutôt de l'épaule chronique. C'est quoi une fissure tendineuse? Bon, je crois que tu l'as expliqué, ça Une peut être à la déchirure. fois Une fissure ou une fissure déchirure, c'est la même tendineuse. chose. Hein, comment? Une fissure, une lésion ou une déchirure, c'est la même chose. Alors pour moi, déchirer, c'est complet, mais bon, Non, après, parce que tu peux avoir des déchirures partielles, etc. bon, Sinon, ok. ça fait Après, c'est partie le du problème total. des termes. Vous avez France- remarqué qu'on n'a pas les mêmes termes. Moi, je pense que si on utilisait rupture pour les ruptures franches, ce serait plus clair, et tendinopathie pour tout le reste, parce qu'une rupture partielle, en fait, c'est une tendinopathie. Et les fissures, ben, la fissure, elle peut être intratendineuse, comme tu l'as montré, elle peut être profonde, elle peut être superficielle. Donc, c'est des termes qui veulent dire un peu la même chose. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, tu as utilisé le terme de raide. Et il y a eu beaucoup de questions parce que tu dis l'épaule est raide. Lorsqu'un chirurgien parle d'épaule raide, ce n'est pas forcément une omarthrose qui ne peut plus bouger, ce n'est pas forcément articulaire. Une épaule raide, c'est une épaule qui va manquer de mobilité. Par Et rapport à l'épaule contralatérale. voilà, par rapport à l'épaule contralatérale, et ce n'est pas forcément une énorme raideur. Une épaule à qui il manque 20-30 degrés, ben, c'est une épaule qui, pour certains chirurgiens, va être raide. On va dire qu'elle manque de mobilité. On utilisera peut-être le terme de raide plus pour les capsulites de notre côté. Voilà, il faut juste que vous discutiez avec les médecins avec qui vous travaillez pour comprendre les termes qu'ils utilisent. Dernière question, est-ce qu'il est utile de faire un arthroscanner quand même pour une tendinite du long biceps en lien avec une SLAP lésion? La SAP lésion, le diagnostic est souvent chirurgical, l'arthroscanner pour l'évoquer. L'indication pour moi de l'arthroscanner, c'est plutôt lorsqu'on a une suspicion de lésion du biceps avec un biceps qui sera en conflit avec un sous-scapulaire. Le sous-scapulaire et la jonction entre sous-scapulaire et biceps est souvent, notamment dans les traumatismes, cause de douleur et l'IRM est très peu sensible et permet peu de faire le diagnostic. Donc en effet, quand il y a des lésions du tiers supérieur du sous-scapulaire et du biceps, il y a un intérêt à faire un arthroscanner. Les SLAP lésions, ça, c'est un diagnostic où vous pouvez aller sur notre site, hein, on a fait un petit topo là-dessus, Oui. exceptionnel, surestimé, et la SLAP lésion est quasi exceptionnelle et n'existe, je dirais, quasiment pas. Donc, une pathologie d'insertion du biceps existe, des petites lésions de la zone du biceps existent, et l'arthroscanner va pouvoir la mettre en évidence, mais c'est souvent la SLAP lésion une découverte qui est faite plutôt pendant une opération, parce que c'est extrêmement difficile de mettre en évidence une SLAP lésion avec un arthroscanner. Merci beaucoup, Geoffroy, sur cette slab. Je vous recommande donc de regarder sur le site epolotop.com. Donc, il y a l'adresse, vous allez sur ressources et vous allez voir dans les vidéos 3 minutes au top. Et il y a un super topo de Geoffroy sur la slap lésion que je vous recommande de faire écouter à tous vos patients qui veulent se faire opérer d'une slap ou qui ne comprennent pas ce qu'est une slap pour qu'ils comprennent bien qu'en grande partie, c'est adaptatif. Bref, on reparlera de ça lorsqu'on fera une masterclass spéciale instabilité. En tous les cas, je suis vraiment très content. Merci beaucoup, Geoffroy, pour ces Merci beaucoup présentations pour tout le qui monde. vraiment vont aider les médecins en première intention, vont aider les kinésithérapeutes sur la prise en charge de ces tendinopathies. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui ont lâché à un moment donné parce que c'était un peu trop long, vous pourrez revoir la fin si vous le souhaitez.
En tous les cas, vous étiez entre 2500 et 3000 ce soir, ce qui est énorme. Hein. Quand on faisait des topos dans des salles, on n'aurait jamais pu tous vous réunir. Donc, il y a quand même un côté positif. On va le chercher et le trouver dans ces conférences en ligne. Bien, je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve pour le même format de masterclass pour la prochaine sur les tendinopathies le 7 janvier prochain. Je vous verrai, de toute façon, je créerai un événement pour que vous puissiez vous y inscrire, en espérant vous retrouver tout aussi nombreux et peut-être même plus pour parler cette fois-ci des traitements. On va parler des traitements des tendinopathies non rompues, pas des ruptures, les traitements médicaux de rééducation. Donc, vous comprendrez que j'aurai une part importante de topo à vous présenter. D'ici là, on va être en contact sur la page Facebook, mais comme on se reverra uniquement l'année prochaine, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous n'avez pas de problème les uns les autres avec le Covid et que vos proches sont préservés de cela. Restez prudents parce que le virus est encore actif dans les cabinets, à l'extérieur, pour vous protéger, pour protéger vos proches et nos patients. Je vous dis à très bientôt. Geoffroy. Merci beaucoup à tous d'avoir été aussi nombreux. Portez-vous bien, soyez bien prudents et en effet, bonne fin d'année et à l'année prochaine. À bientôt tout le monde.